Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les énergies de transition. On va juste attendre quelques secondes, puisqu'il y a quelques secondes de latence pour laisser les derniers arrivants donc se connecter sur la page et ensuite on commencera ce webinaire sur les énergies de transition. Je vois que les personnes sont en train d'arriver petit à petit. Juste avant de commencer, avant toute chose, je me permets de vous rappeler qu'en cas de souci technique, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton Aide qui se trouve en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez aussi télécharger le support de présentation en cliquant sur le petit bouton à droite de la diapo. Et vous pourrez également revoir le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans l'onglet correspondant. Donc sur la droite du chat, vous avez un onglet questions qui vous permet de poser les questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire. Donc voilà, je vois que on est quasiment au complet, donc on va commencer. Donc bienvenue dans ce webinaire mis en place par EcoCO2 dans le cadre du programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement. Donc un programme qui accompagne les différents acteurs de la chaîne transport et logistique dans l'évaluation de leurs émissions de gaz à effet de serre et dans la réduction de leur impact environnemental. Donc aujourd'hui, on va vous présenter dans le détail ce que nous appelons les énergies de transition, à savoir le GNV, le gaz naturel pour véhicules et ses différentes formes, et deux des principaux biocarburants utilisés dans le secteur du transport routier aujourd'hui, à savoir le bioéthanol et le B100. Donc nous serons aujourd'hui 3 intervenants pour ce webinaire, 2 animateurs, Bertrand et moi, et un invité que nous remercions, la personne de Thibaut Baquet, responsable QSE des transports Ouch. Donc, je vais commencer par me présenter avant de laisser la parole à Bertrand puis à Thibaut. Donc, je suis Andrew et je suis chargé de mission Normandie chez EcoCO2, donc en charge de l'accompagnement des entreprises de la région dans les différents dispositifs du programme EVE. Et donc, moi, je suis Bertrand Dumas, je suis l'homologue d'Andrew sur la région Occitanie, sur la partie est de la région Occitanie, l'ancien territoire Languedoc-Roussillon. Et donc, moi, je suis Thibaut Baquet, responsable qualité sécurité environnement de la société Ouch Transport située à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne. Super. Donc, on reviendra vers vous, Monsieur Baquet, à la fin de la présentation pour une petite interview. Donc, aujourd'hui, on va suivre le plan suivant. Dans un premier temps, nous vous présenterons dans le détail les énergies de transition, à savoir leurs avantages, leurs inconvénients, les dernières données chiffrées disponibles. Et nous ajouterons également des exemples concrets d'entreprises qui ont déjà basculé dans cette transition en investissant sur une partie de leur flotte. Et toute la seconde partie de la présentation sera consacrée entièrement à l'interview des transports Ouch, qui est donc un bel exemple de mix énergétique pour cette entreprise familiale située dans l'Aisne, près de Saint-Quentin. Avant toute chose, nous souhaitions également remercier l'ensemble des entreprises et partenaires avec qui nous avons pu échanger pour préparer notre présentation du jour. J'en profite également pour nous excuser auprès de quelques entreprises avec lesquelles nous nous sommes entretenus, mais nous n'avons malheureusement pas pu retenir pour la présentation finale pour cause de timing et de respect des délais. En revanche, ces exemples pourront être repris et mis en valeur dans le cadre d'une prochaine newsletter EcoCO2 à l'avenir. Nous souhaitions également, avec Bertrand, remercier nos collègues Stéphane et Estelle, qui ont été d'une aide précieuse pour la préparation de ce webinaire. Merci à eux. Alors, pour introduire le sujet, nous souhaitions également vous rappeler que ce webinaire est la suite logique du dernier webinaire sur le sujet, diffusé le 10 décembre dernier, que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube Objectif CO2. Et avant de commencer, il nous semblait important de rappeler pourquoi nous parlions davantage des énergies alternatives aujourd'hui dans le secteur des transports. Et nous avons pu identifier 4 principaux facteurs qui expliquent le développement de ces énergies. Le premier, et il semble naturel, il s'agit du facteur écologique, ce qui fait sens dans le cadre de la limitation du réchauffement climatique, qui est devenu une priorité, notamment depuis la dernière COP21 en France, mais aussi pour des raisons de santé publique avec la réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment en zone urbaine. Le second facteur à mettre en valeur est celui de la réglementation. On peut prendre l'exemple de l'UE qui a fixé une limitation des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030
d'une réduction de 31% pour les véhicules utilitaires légers et une limitation en 2 temps pour les poids lourds, une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 et de 30% en 2030. On pense également sur ce volet réglementaire à la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui a été adoptée le 19 novembre 2019 et qui vise une réduction de 37,5% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et surtout l'interdiction de la vente de voitures à énergie fossile carbonée d'ici à 2040. Enfin, le développement des ZFE, les zones à faible émission, est également à prendre en compte. Les ZFE qui visent à interdire la circulation des véhicules les plus polluants et donc restreindre l'accès au centre-ville des entreprises de transport. Le facteur des enjeux commerciaux est le troisième facteur à mettre en avant. Il est également important puisque ces énergies de transition et de rupture sont de plus en plus imposées aujourd'hui par les donneurs d'ordre, des entreprises de transport de marchandises ou de voyageurs. Et de plus, bien souvent, le retour en interne, et notamment des conducteurs, est très positif, que cela soit en termes d'image chez le client ou en termes de confort de conduite. Et enfin, le dernier facteur que l'on souhaitait mettre en avant concerne les enjeux financiers. On sait que ces énergies alternatives coûtent cher, malgré le développement de certaines aides au niveau régional ou national. Il est donc important pour les entreprises de transport d'analyser le coût total de détention des véhicules et de trouver des alternatives au surcoût. On peut penser notamment au rendement kilométrique des véhicules qui possèdent bien souvent un coût d'énergie moins cher pour les énergies de transition, en tout cas, que ceux du diesel. Voilà pour cette partie d'introduction. Donc, je laisse tout de suite la parole à Bertrand qui va vous présenter les données du GNV et du bio-GNV. Oui, donc on va parler du gaz. On va parler d'une énergie qui est déjà aujourd'hui relativement présente dans les transports. C'est pas tout à fait une nouveauté, hein. Il y a pas mal déjà parmi vous qui avaient des véhicules au gaz. Donc, l'idée de cette présentation, c'est qu'on ne passe pas trop de temps sur les aspects techniques, mais qu'on aille très vite voir les aspects très pratiques et quelques expériences réussies autour du gaz. Donc, le GNC, vous le connaissez donc très bien. Il est soit comprimé à 200 bars, soit liquéfié à moins 160 degrés. C'est une molécule de méthane, donc c'est du CH4, mais qui a cette particularité d'être soit fossile, c'est le cas beaucoup du GNL par exemple, mais qui peut être aussi issu de méthanisation des ordures ménagères. Dans ce cas, on va parler de gaz biosourcé. Voilà, donc quand il est d'énergie, quand il est d'origine fossile, effectivement, on retombe un petit peu sur les travers des émissions de CO2 qu'on connaît tous bien. Quand il est d'origine biosourcée, là, ça peut devenir très très intéressant en termes de CO2, mais je vous en parlerai un petit peu après. On voit ici là les chiffres actuels sur la présence des véhicules et de cette énergie dans les transports. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui à 227 points d'avitaillement, puisque certaines stations, vous avez 169 stations, certaines stations ont plusieurs points d'avitaillement. Excusez-moi, pardon. On voit aussi que on a aujourd'hui un chiffre qui est assez intéressant à noter, c'est que on sait que sur 100 km qui sont parcourus, on a à peu près 16,5, 16,9 km qui sont en bio-GNC. En gros, ça veut dire que dans le réseau, on a autour de entre 16,5 et 17% de gaz qui est issu de méthanisation. Donc ça veut dire que c'est une proportion qui devient conséquente et c'est surtout une proportion qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Vous avez à votre droite un petit camembert qui vous présente la répartition des véhicules sur le gaz. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les poids lourds plus les bus, on est sur à peu près un tiers aujourd'hui du parc qui roule au gaz, qui est sur ce type de gabarit de véhicules. Et on vous a mis deux liens intéressants pour vous organiser autour de cet avitaillement du gaz, gaz mobilité, et puis l'OpenSASTOFT, à droite, qui sont des liens qui vous permettent de vous organiser pour vos flux. On reviendra là-dessus aussi sur la carte un petit peu après. Voilà justement la carte aujourd'hui de là où on en est sur le gaz en France. Donc vous avez à la fois les stations qui sont en cours et les stations qui sont réelles, qui fonctionnent. Donc vous avez bien évidemment toujours le grand corridor Rhône-Alpes
de la vallée du Rhône, pardon, où là, vous avez plutôt pas mal de stations, pas mal à l'ouest. Et puis, vous avez la région Nouvelle-Aquitaine aussi, qui est bien desservie, et bien évidemment l'Île-de-France, avec un grand nombre de stations. Donc ça, c'est une carte qui provient de la FGNV, pardon. Mais donc, je vous ai présenté Mobilité Gaz aussi, qui a une autre carte qui vous permet de vous organiser. Donc là, vous avez aujourd'hui géographiquement toutes les stations en France. Alors, on va peut-être s'attarder un petit peu plus sur cette diapo, parce que c'est un petit peu aujourd'hui là où on en est et ce que l'on peut dire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse dans ce webinaire, c'est d'être vraiment sur des choses qui vous permettent de vous mobiliser autour de cette énergie. Alors, l'autonomie des véhicules, longtemps, ça a été un petit peu le point noir autour du gaz. Aujourd'hui, on est quand même sur des autonomies qui sont relativement conséquentes, puisque sur du GNC, on va jusqu'à 800 km. Sur du GNL, mais on vous a dit que c'était peut-être pas forcément l'énergie qui nous intéressait à ce jour le plus, on est autour de 1500 km. Mais vous voyez que pour le GNC, on est quand même sur une autonomie qui, pour une grande partie de vos activités, est tout à fait compatible. La distance moyenne d'un transport en France est largement en dessous de 800 km. Donc, il y a beaucoup de vos activités qui sont tout à fait compatibles avec cette énergie. Le confort de conduite aussi, ça c'est quelque chose qui est remonté systématiquement de la part à la fois des conducteurs, mais aussi du grand public. C'est-à-dire que c'est quand même des véhicules qui sont beaucoup moins bruyants. Donc là, vous avez les décibels qui vous sont annoncés. On est en dessous de 72. En termes de sécurité aussi, on a pas mal d'intérêts autour de la sécurité, puisque c'est un gaz qui est très très volatile. Donc il n'y a pas de phénomène d'explosion comme on pouvait avoir à une époque sur le GPL, et on peut tout à fait utiliser ces véhicules dans les tunnels et dans les souterrains. Donc la R110 le prévoit, et donc ça c'est tout à fait adapté. Le point d'équilibre financier aussi qui a été longtemps discuté aujourd'hui, on sait que sur un véhicule GNC, avec toutes les informations que je vous donnerai un petit peu après sur le prix, on est autour d'un point d'équilibre qui est autour de 100 000 km, pardon. On peut même aller en deçà si on a les aides, donc on vous présentera un petit peu après. Et sur le GNL, on est autour de 120 000 km. Pour ce qui concerne la TICPE, donc qui n'est pas récupérable dans le cadre du gaz, mais vous voyez par contre qu'elle est beaucoup plus faible que pour le gasoil, puisqu'on est à 0,07 € au kilo. À noter que le suramortissement, la bonification amortissement est prolongée et jusqu'en 2021, que selon les régions, la carte grise est totalement exonérée ou non, et que le prix du carburant est inférieur au prix du gasoil à ce jour. Donc vous voyez un peu aujourd'hui le bilan qu'on peut faire sur une expérience déjà bien existante dans le transport sur ces questions-là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce biométhane? Très rapidement, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire. Là, vous avez un cercle vertueux. C'est effectivement à partir de la collecte d'ordures ménagères, surtout de la fraction fermenticible de ces ordures ménagères, les déchets organiques, qu'on va pouvoir produire du méthane à partir d'une digestion relativement classique. Ce gaz va être injecté dans le réseau. Alors, pourquoi il est injecté dans le réseau? Parce que le réseau existe et que réinvestir dans un réseau spécifique biogaz, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc, on réinjecte ce gaz dans le réseau. Les restes de ces digestats étant utilisés en agriculture. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez aujourd'hui la possibilité, et on verra des exemples tout à l'heure, de créer un véritable écosystème autour de la production de cette énergie. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a le potentiel suffisant en termes de ressources organiques pour alimenter la totalité du gaz qui est aujourd'hui utilisé. Donc, c'est pas un problème de ressources, on a la ressource suffisante en termes de matière organique pour alimenter la filière. Les résultats que l'on a aujourd'hui en termes d'émissions sont plutôt très bons. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des véhicules qui vous donnent droit à la vignette critère 1. Donc, pour pénétrer certains centres-villes, c'est important et ça va devenir de plus en plus important. Andrew l'a cité tout à l'heure sur
les aspects réglementaires, hein, sur les ZFE notamment. Donc vous voyez là, on vous a remis les baisses relativement importantes sur le bruit notamment, sur les NOx, les oxydes d'azote, sur les particules fines. Mais ce qui est important à noter, c'est que sur le bio-GNV, on a une estimation qui est autour de moins 80% d'émissions de CO2. Donc là, on a vraiment un gain qui est relativement très conséquent sur les émissions de CO2. Alors, la question là, c'est un petit peu étrange parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était la même molécule. Donc la même molécule a les mêmes émissions, il n'y a aucune raison qu'elle soit différente. Sauf que là, on parle bien pour le bio-GNV d'un gaz qui est issu d'une économie circulaire, c'est-à-dire que les matières issues de la collecte des ordures ménagères, toutes ces matières-là, le bilan CO2 a déjà été intégré, hein, donc on ne le réintègre pas. Donc c'est pour ça qu'on peut afficher qu'il y a des baisses relativement conséquentes sur le CO2. Les aides, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc voilà, vous avez là un petit peu la liste des régions qui ont des aides sur la transition pour le gaz. Vous avez donc une aide de GRDF pour le flocage des véhicules qui peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Et on vous a mis là quelques aides relativement conséquentes dans certaines régions. C'est vrai qu'il y a des régions qui sont fortement impliquées sur le gaz. D'autres régions ont choisi de s'impliquer sur d'autres énergies. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en compte. On va probablement avoir aujourd'hui, à terme, des productions énergétiques qui seront très territorialisées. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir s'organiser pour aller utiliser telle ou telle énergie dans telle ou telle région qui va peut-être promouvoir plutôt une énergie qu'une autre parce qu'elle a une ressource qui lui est propre. Donc voilà, donc là vous avez, alors on a rajouté un petit peu la région PACA parce qu'à un temps il n'y avait plus d'aide et aujourd'hui il y a à nouveau des aides sur ce type de véhicules. Et puis vous avez donc des aides régionales ou des aides beaucoup plus locales, beaucoup plus territorialisées, comme la vallée de l'Arve, hein, avec tous les problèmes de qualité de l'air qu'on connaît liés à l'industrie du décolletage dans cette vallée. Alors, donc maintenant, on va passer à des entreprises, à des transporteurs qui ont sauté le pas, hein, qui aujourd'hui fonctionnent certains depuis pas mal de temps, pardon, j'ai un petit problème avec mon casque, pas mal de temps avec le gaz. C'est le cas d'une entreprise qui est dans ma région, là, en Occitanie, donc TAB, qui est un des leaders sur le combiné rail-route. Et vous voyez que sur leur flotte propre, il y a 26 tracteurs aujourd'hui, 6 porteurs et un camion remorque qui roulent au GNV. Donc là, c'est essentiellement du compressé. C'est du post et du préacheminement, hein, puisque je vous ai dit qu'ils faisaient essentiellement du combiné rail-route. Là, on est sur un exemple qui est lié à l'alimentaire, mais ils ont beaucoup d'autres clients sur d'autres types de produits. Le retour est plutôt très satisfaisant du client. Ils utilisent des véhicules, des tracteurs, des Iveco Escania, 440 chevaux. Alors ça, c'est vrai qu'un temps, ça a été un petit problème sur la puissance. On trouvait des véhicules peut-être avec des puissances qui étaient peu suffisantes. Aujourd'hui, les constructeurs sortent des véhicules tout à fait adaptés à ce type de travail. Le client, c'est Nestlé Waters. Ça fait donc depuis 2016, donc ça fait maintenant plus de 4 ans que cette entreprise fonctionne avec du gaz. Et vous voyez que là, les distances c'est du post et du préacheminement, donc c'est des distances relativement courtes, entre 70 et 100 km. Je vous ai mis sur la carte les stations qui leur permettent de se réavitailler en cas de nécessité, et donc sur la tournée. Donc vous voyez que c'est tout à fait adapté à ce type d'activité. Donc là, c'est du combiné, c'est de l'alimentaire, c'est des distances courtes. On va voir autre chose maintenant. Là, on est sur une entreprise qui est aussi dans ma région, mais là, le côté plutôt Midi-Pyrénées. Donc, c'est l'entreprise Barcos. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est du transfert de déchets. Donc, c'est assez intéressant de voir. Pardon, c'est assez intéressant de voir qu'ils transportent leurs propres déchets qui ensuite vont être utilisés dans la production de l'énergie qui va leur servir à faire rouler leur véhicule. Donc là, à noter que M. Barcos est associé dans la construction de l'usine de méthanisation. Je vous parlais tout à l'heure d'écosystème. Là, on a aujourd'hui, c'est le cas pour TAB aussi sur Avignon par exemple, mais c'est le cas pour plein d'autres. On a aujourd'hui des entreprises de transport qui s'associent avec des réseaux d'agriculteurs qui eux-mêmes sont en lien avec des collectivités qui vont financer une partie de l'investissement. Et donc, on a vraiment aujourd'hui vraiment des écosystèmes qui se créent autour de la production et de l'utilisation de cette énergie avec des transporteurs qui s'engagent sur des volumes. Là, on a une distance qui commence déjà à être beaucoup plus importante. On est sur 140 km. Et là, le client, c'est une collectivité locale. On a vu tout à l'heure un privé. Là, on a aujourd'hui une collectivité locale. À noter que le fait de rouler au gaz leur a ouvert ce marché.
Donc ça devient aussi quelquefois pour des collectivités ou pour des clients une condition d'accès au marché ou non. Autre exemple un petit peu différent cette fois, même carrément différent, puisque c'est du transport de voyageurs. Là, on est sur une entreprise qui fait du transport de voyageurs en Île-de-France. Donc là, ce sont des bus. Donc là, on a 56 bus au GNV, 6 bus articulés, dont 6 bus articulés et 50 bus standards, avec une volonté, et qui est plutôt bien engagée, d'avoir la totalité de la flotte sur du gaz à terme. C'est du transport urbain, donc on est en ville, hein, donc vous voyez que là les conditions de sécurité sont tout à fait réunies, donc il n'y a pas de soucis particuliers. C'est du bus Iveco, Mercedes, et là l'entité qui a investi pour les stations d'avitaillement, c'est Île-de-France Mobilité. Donc là, c'est un projet. Il y a une nouvelle station qui est à venir en 2020, qui est en maîtrise d'ouvrage par Engie, et à nouveau avec un financement Île-de-France Mobilité. Donc là, c'est du transport de voyageurs urbain. Donc, oui, c'est tout à fait adapté à ce type de transport. Et enfin, dernier exemple, entreprise Poux. Là, à nouveau en Occitanie, sur cette fois des distances qui sont un peu plus importantes encore, hein, puisque là, on a des distances de 250 km. Là, on est sur de l'équipement de maison. C'est de la livraison urbaine. Hein, donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un vignette de critère 1. Donc, dans certaines villes, ça va leur permettre de continuer à pouvoir faire cette livraison. Et là, ça fait donc une dizaine d'années qu'ils sont engagés dans cette transition, entreprise Poux, donc sur la région Occitanie. Voilà, je crois que j'ai terminé pour ma part, donc je vais passer la parole à Andrew, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour l'entretien de l'entreprise Ouch. Super, merci Bertrand. Donc en effet, on va passer à la partie sur les biocarburants. Donc on va se concentrer sur le bioéthanol et le biodiesel via le B100. Donc, on va commencer par définir déjà le biocarburant et vous donner quelques données chiffrées. Donc, le biocarburant, c'est un carburant liquide ou gazeux créé à partir de la transformation de matériaux organiques non fossiles, donc issus de la biomasse, qui représentent des résidus d'origine biologique provenant souvent de substances végétales ou animales. Au niveau des données chiffrées, on peut remarquer que la part des énergies renouvelables, justement, dans le bouquet énergétique de la France a progressé de 4 points sur les 10 dernières années, en passant de 6,6% en 2007 à 10,7% en 2017. Et comme vous pouvez le voir sur le petit camembert en haut à gauche, le graphique, le biodiesel représentait en 2017 près de 84% de la consommation de biocarburants, contre 16% pour le bioéthanol, ce qui explique pourquoi nous sommes notamment focalisés pour cette présentation sur ces deux biocarburants spécifiquement. Le petit schéma en bas de la diapo vous présente la filière de création du bioéthanol, en commençant par la transformation de la matière première, qui peut prendre différentes formes, hein, via la betterave, la canne à sucre, le blé ou encore le marc de raisin. Donc ces matières premières sont ensuite transformées en sucre fermentescible, qui seront ensuite eux-mêmes transformés en éthanol par fermentation, pour finalement être incorporés au carburant. Alors, le bioéthanol est autorisé en France depuis le 4 février 2016. La France est d'ailleurs le premier producteur européen d'éthanol, et ce biocarburant n'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas en Europe, puisque ça fait plus de 20 ans qu'il est utilisé en Suède, par exemple. Donc, la conception chimique de ce biocarburant est composée de près de 95% d'éthanol et 5% d'additifs. Et une des particularités du bioéthanol réside dans le fait que les moteurs sont spécifiques à l'ED95, ce qui en fait une différence avec le B100. En effet, ces véhicules ne pourront en aucun cas fonctionner avec un autre carburant. Cette énergie est plutôt compatible aux activités de distribution urbaine et régionale, et donc il ne peut être mis en place qu'en présence d'une flotte captive. En effet, le D95 n'est pas proposé dans les stations publiques, ce qui peut être considéré comme un inconvénient pour certains transporteurs. Pour continuer sur la liste des inconvénients que vous pouvez voir en bas de la diapo, un inconvénient majeur de l'énergie concerne la surconsommation élevée des véhicules, qui est de l'ordre de plus de 50%, comparé à un véhicule diesel.
Par ailleurs, les coûts de maintenance sont estimés à entre plus 20 et plus 25%. Le fait que Scania soit le seul constructeur sur le marché à proposer une gamme de véhicules bioéthanol peut également paraître comme un inconvénient. Parmi les avantages, au-delà du bilan environnemental très favorable, nous pouvons mettre en avant le fait que le coût à l'achat d'un véhicule est quasiment identique à celui d'un diesel. Par ailleurs, le coût du bioéthanol à la pompe est bien inférieur à celui du diesel. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est entre 0,65 € du litre et 0,70 € du litre, ce qui peut être important pour la rentabilité du véhicule sur le moyen long terme. À noter que plusieurs entreprises sur le territoire national aujourd'hui roulent avec ce biocarburant. On va en voir un exemple juste après. Il y a également quelques collectivités, comme celle de Montpellier ou encore La Rochelle, qui utilisent ce biocarburant. Alors, au niveau du bilan environnemental, donc les gains environnementaux sont très intéressants, du puits à la roue, puisque l'on parle de moins 88% d'émissions de CO2. De plus, il y a très peu de particules fines rejetées, mais nous ne disposons pas de données chiffrées à proprement parler. Et l'on constate également une diminution de moins 57% d'émissions de NOx, ce qui permet notamment au bioéthanol de bénéficier de la vignette critère 1 dans le cadre des politiques des ZFE, des zones à faible émission, dont on a parlé tout à l'heure. Vous trouverez également ci-dessous un schéma qui montre l'intérêt du bioéthanol comparé au GNV et au bio-GNV, une étude qui prend en compte donc l'ACV des énergies, l'analyse de cycle de vie. Et donc, cette étude a été réalisée par l'ADEME en 2018. Alors à titre d'exemple, on peut citer notamment les transports VENA, que l'on a interrogé, qui est un des leaders français en matière de transport de liquides alimentaires, qui possède une grosse flotte de plus de 800 véhicules sur l'ensemble du territoire. Donc, l'entreprise est engagée dans le dispositif Objectif CO2 depuis de nombreuses années et donc souhaite développer son engagement pour l'environnement, notamment en utilisant ce biocarburant, le bioéthanol, afin de réduire ses émissions de CO2 équivalent. Donc, on fait un focus sur l'agence de Tresse-Mélac en Gironde, où 15 véhicules sur une totalité de 40, soit 37% des véhicules de l'agence, roulent au bioéthanol. Et donc, dans cette région en Nouvelle-Aquitaine, qui est une région viticole, il a paru naturel à l'entreprise d'investir dans cette énergie afin de mettre en avant non seulement le système d'économie circulaire, mais aussi le fait de pouvoir rouler avec ce biocarburant réalisé à partir de marc de raisin, qui provient directement de viticulteurs au niveau local. C'était quelque chose qui faisait sens du coup pour cette entreprise. Alors, passons désormais au biodiesel et le B100, donc, qui est un carburant issu de l'huile de colza ou de tournesol. Donc, c'est un carburant composé à 100% d'ester méthylique d'acide gras, dont la principale forme est donc l'ester méthylique sous forme d'huile végétale. Et donc, en France, le B100 provient à 100% d'huile de colza. Le schéma que vous pouvez voir sur cette diapo montre que l'huile de colza en France est transestérifiée, à savoir transformée en ester d'huile végétale qui pourra ensuite être incorporée en tant que biocarburant. Alors, Oleosan aujourd'hui est la marque française du groupe Avril pour le B100, qui est un groupe qui possède 35 ans d'existence et qui représente à ce jour un peu plus de 7000 salariés et près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le produit Oleosan est donc issu de la trituration des graines de colza, qui permet de produire à la fois de l'huile alimentaire, mais aussi le tourteau de colza, dont est issu l'ester méthylique et donc le B100. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir relocaliser la production de l'énergie, puisque les graines de colza sont récoltées en totalité en France, et le groupe maîtrise l'intégralité de la chaîne de la graine au carburant inséré dans les véhicules. À noter qu'Oleosan est un produit français provenant de la norme française FR-B100, qui est l'équivalent de la norme européenne EN 14214. Donc, c'est un produit pur et sans métaux lourds ni autres spécifications particulières.
Cette énergie est disponible en France depuis mars 2018, mais connaît un fort développement sur le territoire national ces derniers mois. Donc le nombre de véhicules et de contrats Oleosan a même augmenté pendant la période de crise et de confinement que nous avons connu ces derniers mois, en passant de 40 clients à fin décembre 2019 à plus de 80 clients aujourd'hui, dont une grande majorité de transporteurs. On verra quelques exemples par la suite. À noter les objectifs d'Oleosan qui sont d'arriver à 200 clients et environ 400 véhicules d'ici la fin de l'année. Si nous devions mettre en avant les avantages et inconvénients du B100, on pourrait avant tout mettre en avant son intérêt en gain d'émissions de CO2 équivalent, avec un potentiel de réduction d'au moins de 60% pour le CO2 et jusqu'à 80% pour les particules fines en termes d'ACV. De plus, la réversibilité de cette énergie est un point positif pour les entreprises, puisqu'elle permet de passer très facilement du B100 au diesel. Donc, le passage d'une énergie à une autre se fait très facilement et donc sans modification de filtre ou de moteur, ce qui peut être un gage de sécurité pour les entreprises qui souhaitent investir dans ce biocarburant, ce qui ajoute aussi un critère de souplesse au niveau de l'approvisionnement qui peut être appréciable pour les transporteurs. Par ailleurs, un autre avantage est le fait que Oleosan est à iso-coût gasoil, à savoir que les prix sont indexés sur les prix du gasoil et les coûts d'achat des véhicules sont très semblables, voire identiques. Beaucoup de constructeurs s'intéressent au B100 de plus en plus et proposent des gammes de véhicules Oleosan, donc de la norme Euro 1 à la norme Euro 5 qui sont immédiatement disponibles aujourd'hui. Parmi les inconvénients, on peut constater une surconsommation qui peut aller de 0 à plus 7% en fonction des activités des entreprises. Un autre inconvénient réside dans le fait que très peu de véhicules de norme Euro 6 sont aujourd'hui homologués chez les constructeurs, qui nécessitent une homologation spécifique pour la norme Euro 6. Et enfin, la réversibilité dont on a parlé peut également être considérée comme un inconvénient pour certaines entreprises qui ont des livraisons notamment en zone urbaine, puisque c'est le principal argument aujourd'hui qui ne permet pas au B100 d'être en vignette critère 1, même si Oleosan nous confirme qu'ils sont en train de travailler de concert aujourd'hui avec les constructeurs et les pouvoirs publics pour sortir une gamme complémentaire de véhicules B100 exclusifs qui pourraient leur permettre d'être éligibles à la vignette critère 1 dans les mois à venir. Donc, le bilan environnemental, j'en ai parlé, je vais passer très rapidement. Le gain en ACV est intéressant, on parle de au moins 60% d'émissions de CO2 équivalent, une réduction qui est réalisée en grande partie sur la phase amont, grâce notamment au CO2 capté par la plante lors de la photosynthèse. Je vais essayer d'accélérer un petit peu puisque nous ne sommes pas en avance. Je vais vous donner quelques exemples d'entreprises avec qui nous avons échangé sur le sujet. Donc, la première concerne Blondel Voisin, qui est spécialisée dans le transport de vrac en Normandie, qui transporte entre autres des graines de colza pour le compte de coopératives agricoles normandes, des céréales ou encore des liquides alimentaires et des huiles. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, les livraisons sont régulièrement effectuées sur des petits trajets entre Chartres et l'usine Cepol de Grand Couronne près de Rouen, où les graines sont chargées à Chartres et livrées justement à l'usine. Aujourd'hui, une cinquantaine de véhicules roulent à l'Oléosan sur un parc d'environ une centaine de véhicules, donc soit 50% de la flotte. Et Monsieur Voisin nous confirme avoir consommé à ce jour plus de 1000 m3 de biocarburant. Et il possède aujourd'hui près d'1 an d'expérience sur ce biocarburant. L'entreprise explique que depuis justement cet investissement, la communication en interne et surtout en externe a été fortement développée et améliorée, ce qui a eu un impact positif sur leurs activités. Passons maintenant à une entreprise bretonne, les transports RO, basée à Pontivy dans le Morbihan, spécialisée dans le transport d'aliments de bétail, d'agroalimentaire. Donc cette entreprise est notamment un très bel exemple de mise en avant du mix énergétique de taille moyenne avec un parc de 50 véhicules. Malgré cela, elle semble s'investir fortement dans la transition énergétique, comme en atteste le fait que plus de 50% du parc roule aujourd'hui à l'Oléosan, mais aussi d'autres essais sont réalisés, notamment
via un véhicule hybride de 7,5 tonnes chez Mercedes et un véhicule utilitaire léger en électrique qui est utilisé pour les distributions régionales. Et enfin, cerise sur le gâteau pour l'entreprise, un véhicule hydrogène a été commandé et réservé aujourd'hui par le constructeur américain Nikola Motors pour l'entreprise bretonne, dont la livraison est prévue d'ici 2022. Alors, un autre exemple d'une entreprise qui est assez connue par rapport à son engagement dans la transition énergétique, il s'agit des transports de Pau, qui est un bel exemple également de bouquet énergétique. Donc, une entreprise familiale spécialisée dans le transport de marchandises, des produits métallurgiques, de métaux non ferreux, entre autres. Donc, il possède une flotte de 240 véhicules, dont une bonne partie maintenant roule avec différentes énergies de transition, notamment le GNL, mais aussi l'oléo 100, pour 15% de sa flotte aujourd'hui. L'objectif à terme pour l'entreprise est de développer 20% de la flotte à l'oléo 100 et 20% au GNL. Donc, ils sont aujourd'hui à 10% de la flotte roulant au GNL et donc 15% au B100. Donc, c'est une entreprise qui est aussi fortement impliquée dans le tissu économique régional, comme les transports Ouch, que l'on va interviewer dans quelques minutes maintenant. Et enfin, pour terminer sur ces exemples, un exemple de chargeur qui est engagé aujourd'hui dans la démarche Fred 21, dispositif du programme EVE. Donc, ce spécialiste de la peinture s'est engagé via Fred 21 à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, notamment en développant des relations avec des transporteurs engagés et éco-responsables. Donc, c'est le cas avec notamment le prestataire DGS Transport qui roule au B100, notamment sur la ligne que vous pouvez voir d'Omblanc dans le Jura jusqu'à la région parisienne pour livrer des grandes surfaces de bricolage notamment. Et donc, dans le cadre de son engagement Fred 21, le chargeur V33 a calculé un gain de 36% de ses émissions de gaz à effet de serre, grâce notamment à la collaboration avec des transporteurs vertueux tels que DGS Transport. Voilà, je passe tout de suite la parole du coup à Bertrand et Thibaut pour la petite interview des transports Ouch. Oui, merci Andrew. Monsieur Baquet, on va vous donner la parole peut-être dans un premier temps pour présenter votre entreprise et puis vous allez dérouler un petit peu votre activité. Je vous poserai 3-4 questions. Je vous en prie. Très bien. Donc, la société Ouch a été créée en 1965 à Fresnoy-le-Grand, donc dans les Hauts-de-France. C'est une entreprise familiale qui s'est, sur la durée, diversifiée sur les métiers du transport et de la logistique pour compter à ce jour 400 salariés sur nos activités de transport, de messagerie, de logistique et de conditionnement. Nous avons 350 cartes grises pour 200 véhicules moteurs. Pardon. Vous pourriez peut-être nous dire quel a été un peu l'élément déclencheur dans l'entreprise et à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à la transition énergétique et aller sur d'autres énergies que le gasoil? Oui. Donc, l'élément déclencheur pour ma direction, c'était en 2015, fin 2015, au moment de la COP21, avec beaucoup de sujets sur la thématique du transport, sur la transition énergétique et sur le mix énergétique. Et au même moment, sur notre territoire de Fresnoy-le-Grand, il y a eu un projet de méthanisation d'origine agricole. Et l'entreprise Volvé, qui porte ce projet de méthanisation, en lien avec GRDF, a mis en évidence une manque de consommation de gaz sur la période estivale pour avoir une pérennité sur ce projet. Donc, ils sont tout logiquement tournés vers ma société et ma direction pour leur présenter le projet de véhicule gaz. Donc, après 6 mois de retour d'expérience et de veille technologique sur cette source d'énergie, ma direction s'est lancée dans l'aventure du bio-GNV avec l'acquisition de notre premier véhicule en 2016, avec notre station également en charge lente pour ravitailler ce véhicule. Oui, donc on voit bien, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'il s'agit à nouveau d'un projet de territoire. Et justement, ce qui nous intéresserait, c'est peut-être que vous nous disiez un petit peu quelle est la perception des acteurs du territoire. Alors, à la fois vos partenaires historiques, on va dire, du transport, mais aussi peut-être le grand public.
Alors, sur les partenaires historiques du transport, forcément, nos donneurs d'ordre nous demandaient de plus en plus de nous engager vers des actions environnementales et également de RSE. Donc, ça s'inscrit en plein dedans. Sur nos chauffeurs, vous le disiez tout à l'heure, et je peux vous confirmer, la partie de confort de conduite qui est repris et qui est appréciée de nos chauffeurs. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, on a joué également la carte de la pédagogie sur le territoire, car j'avance un peu sur la chronologie, mais à force d'avoir de plus en plus de véhicules, nous avons créé notre propre station d'énergie en charge rapide sur la commune de Saint-Quentin, donc à une vingtaine de kilomètres de Fresnoy-le-Grand. Le but de cette station, c'est qu'on a voulu ouverte au public. C'est déjà une station en charge rapide et qui soit accessible à tout le monde. Et pour faciliter cette accession à l'ensemble du territoire, nous avons organisé des portes ouvertes avec des acteurs, des véhicules sur cette technologie, notamment, je pense à Volkswagen, Seat, Iveco pour les utilitaires. Voilà. L'idée, c'était déjà de présenter cette énergie et notamment aux particuliers, aux petits artisans, en plus des mondes du transport qu'ils connaissent déjà. Donc ça, on a fait une deuxième porte ouverte sur cette thématique. Mmh. Donc, je crois que vous avez parlé de 80 véhicules à ce jour. Pardon, allez-y. Oui. Non, à ce jour, c'est un peu plus de 40 véhicules et l'objectif, c'est 80 d'ici l'année prochaine. Voilà, c'est votre objectif d'ici l'année prochaine. Alors justement, quelles sont vos perspectives là, sur les énergies? Est-ce que vous allez aller sur d'autres énergies voilà, comment vous allez vous mobiliser dans les années qui viennent là? Alors, je pense que pour le gaz, avec 80 véhicules sur 200, on sera pas mal, sachant que l'idée, c'est pas uniquement de passer du tout diesel au tout gaz, c'est aussi d'avoir un mix énergétique qui pourra compléter notre gamme et aussi répondre aux besoins de nos différents clients. On essaye un véhicule au bioéthanol, le D95, donc avec la sucrerie Tereos qui est à quelques kilomètres de chez nous, donc toujours sur du ancrage territorial. Et on a également investi dans une cuve Oléosan pour tester également cette énergie. Donc là, enfin tester, on a un peu plus que testé vu qu'on a 5 véhicules, on a la cuve et on a engagé 20 véhicules très prochainement qui rouleront sous cette énergie. Alors, peut-être deux petites questions très, très rapides pour terminer notre entretien. Quand mes collègues et moi-même visitons les entreprises, on a affaire quelquefois à des responsables d'exploitation ou à des chefs d'entreprise qui ont quelques craintes sur ce mix énergétique qui semble un peu compliqué à gérer par rapport à l'époque où on avait une seule et unique énergie. Est-ce que vous, là-dessus, en termes d'exploitation ou en termes d'organisation d'entreprise, vous avez un retour à nous faire? Oui, alors pour nous, c'est pas vraiment un problème. Alors, il faut dire aussi que notre activité est surtout du transport régional, où quotidiennement nous sommes en Hauts-de-France, en région parisienne et en Belgique. Tout ça pour vous dire que la grande majorité de notre flotte de véhicules part de nos sites le matin et revient le soir, donc avec des rayons d'action de 4, 5, 600 km, voire un peu au-delà. L'autonomie des camions gaz maintenant est à 800 km, donc nous permet facilement d'atteindre ces objectifs-là. Donc, que ce soit une cuve diesel, une cuve gaz, enfin, une station gaz, voilà, ça ne va pas trop changer. Le tout, c'est d'avoir évidemment la station qui permet de nous ravitailler. Mais pour les transports, on va dire, des longs trajets, on peut également nous fournir nos clients qui a une usine sur Soissons et qui doit livrer sa deuxième usine sur Toulouse. Et ça, on le fait également en gaz. Ça demande un peu plus de complexité d'un point de vue de ravitaillement, mais cette barrière sera, je pense, facilement levée dans les mois ou les années qui vont venir avec la multiplication du nombre de stations sur les trajets. Très bien. Alors, dernière petite question, est-ce que vous allez faire machine arrière? Est-ce que pour vous, la page du diesel est définitivement tournée? Non, la page du diesel est définitivement tournée. Je pense que tous les exemples que vous avez pu montrer précédemment le montrent également. Je pense que le tout diesel est fini, sachant que les donneurs d'ordre demandent de plus en plus des actions en faveur de l'environnement. Donc, quand on voit les chiffres annoncés de 95% de particules en moins, de moins 80% de CO2 pour le bio-GNV, les vignettes critères 1 qui sécurisent les approvisionnements en région parisienne ou même en région lilloise pendant les pics de pollution, plus toutes les zones qui, dans le futur, deviendront également des zones à faible émission. Je pense que c'est
c'est une étape nécessaire et importante pour le secteur du transport. Bon, très bien. Donc, tous les exemples qu'on vous a montrés, et peut-être particulièrement le dernier, là, avec vous, Monsieur Baquet, vont peut-être donner plein de bonnes idées à tous les transporteurs qui nous écoutent. Andrew, je te repasse la parole pour conclure, je crois. Super. Merci Thibaut pour cette interview. Donc, en effet, pour conclure très rapidement avant de passer aux questions-réponses, donc vous trouverez 6 juin un graphique qui met en évolution, qui met en avant pardon, les évolutions possibles de développement des carburants alternatifs sur le moyen long terme en fonction des différents types d'activités que vous pouvez voir sur le graphique. Donc, nous pouvons voir ici la part importante notamment du bio-GNV et des moteurs électriques et hydrogène vert à partir de 2030 avec une réduction très progressive du diesel et ce dès 2025. À noter que cette vision est loin d'être exhaustive. Hein. Donc, pour conclure, comme nous avons pu le voir aujourd'hui au travers des différents exemples, l'idée à retenir est donc de mettre en avant un mix énergétique vers des énergies plus propres et responsables. On peut penser que les entreprises à l'avenir développeront une flotte avec plusieurs énergies adéquates en fonction de leurs différentes activités et en fonction de leurs différents usages, comme nous avons pu le voir avec les différents témoignages et exemples d'entreprises aujourd'hui. Donc, on va passer donc à la partie questions-réponses. Avant cela, juste pour rappel, n'hésitez pas à vous inscrire à nos prochaines webconférences, donc qui se dérouleront dans un premier temps, ça va arriver très vite, le jeudi 2 juillet, où nous parlerons des énergies de rupture avec les différents projets d'expérimentation sur l'hydrogène et sur l'électrique dans le transport routier. Donc, ce sera le jeudi 2 juillet à 14h30 à la même heure. Et ensuite, nous vous donnerons rendez-vous à la rentrée, donc le mardi 15 septembre, sur la thématique de la gestion des pneumatiques avec nos collègues Alain Chaput et Arnaud Adelski. Voilà. Ah, le pop-up qui va bien. Voilà, il y a le pop-up pour que vous puissiez vous inscrire dès maintenant. Et une dernière information, n'hésitez pas à répondre au sondage pour qu'on puisse nous améliorer dans la conception et l'animation des webinaires. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à aller dans la partie sondage. Alors, on va passer aux questions. N'hésitez pas à voter pour les questions les plus pertinentes. Je vois qu'on a quand même pas mal de questions. On n'aura sûrement pas le temps de répondre à toutes les questions, remarques. En tout cas, on répondra aux questions plutôt par mail, à celles qu'on n'aura pas répondu en direct, en tous les cas. Donc, oui, alors il y a peut-être une question qui revient souvent, c'est sur cette idée d'énergie de rupture et d'énergie de transition. Alors, j'ai répondu rapidement, mais on peut peut-être développer. Alors, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu subjectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'on a des énergies qui sont des énergies qui vont nous permettre d'aller vers des énergies de rupture, telles que l'hydrogène, telles que l'électrique. On en est là pour l'instant. Ça va probablement évoluer. Peut-être que des énergies qui aujourd'hui nous paraissent des énergies de transition deviendront des énergies absolument quotidiennes et donc finiront par être des énergies de rupture. Mais c'est un petit peu l'idée qu'effectivement en 2040, enfin c'est pas l'idée d'ailleurs, hein, c'est le législateur qui l'a émis, qu'en 2040 les moteurs thermiques ne seront plus autorisés à rouler. Donc voilà un petit peu la différence entre une énergie de transition, énergie de rupture. Je réponds de manière un petit peu vague parce que je pense qu'on va beaucoup aborder cette question-là dans le webinaire du 2 juillet, où là, pour le coup, on va vraiment parler des énergies de rupture, mais qui, pour beaucoup, actuellement, ne sont pas forcément encore à maturation. Je pense à l'hydrogène notamment, pour du poids lourd, par exemple. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que pour cette question-là, je vous invite vraiment à venir le 2 juillet. Je pense que vous aurez la réponse beaucoup plus ferme et beaucoup plus définitive. C'est vrai qu'on a eu 2-3 questions sur ce sujet. Alors, on va prendre en termes de vote donc la remarque ou la question de Marie Moulin. Donc, le B100 est issu de culture alimentaire dédiée au carburant. N'est-ce pas gênant d'un point de vue éthique de sacrifier des terrains à vocation
alimentaire. C'est vrai que quand on parle de biocarburants, c'est souvent un des premiers inconvénients. On parle de réaffectation des sols, notamment. Ça peut avoir des impacts au niveau climatique. Pour ce qui est du B100, en tout cas, il s'agit en effet d'huile de colza. Et donc, tourteau de colza, oui. Ouais, tourteau de colza, exactement. Et donc, en effet, pour les biocarburants, il y a cette question de réaffectation des sols. Je pense que aujourd'hui en France, c'est clair que ce problème ne se pose pas pour l'instant parce que les sols qui sont, l'origine du tourteau de soja provient de cultures sur le territoire français qui ne sont pas réaffectées. Et il faut savoir qu'en France, on est déficitaire en termes d'alimentation animale, par exemple. Donc, on est obligé d'importer du tourteau de soja, du tourteau de l'extérieur. Donc, le fait d'avoir aujourd'hui un autre produit qui pourrait être issu de ce tourteau, de colza, pardon, j'ai dit de soja, excusez-moi, de colza, ferait qu'on aurait deux cultures associées, c'est-à-dire à la fois une production pour l'alimentation animale et à la fois une production pour les énergies. Donc, on n'a pas à ce jour ce problème-là à gérer. Alors, on peut imaginer que dans des temps un peu lointains, on ait besoin de surfaces relativement conséquentes et que ce problème se pose là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Bien au contraire, on est déficitaire et donc vous connaissez tous la reforestation, la déprise agricole qu'on a sur le territoire. Donc, pour l'instant, le problème ne se pose pas vraiment en ces termes-là, quoi. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas forcément expliqué pendant la présentation, mais en effet, la production de biodiesel produit ce qu'on appelle les coproduits, donc dont tu as parlé, hein, Bertrand, donc, le tourteau qui provient du broyage des graines de colza, notamment via la trituration des graines. Et en termes de perspective, plutôt sur le territoire, la production représente 1,5 million d'hectares en France. Oui, pour 5 millions de tonnes de graines récoltées en France. Et en termes de répartition, on serait sur 2 millions de tonnes d'huile pour 3 millions de tonnes de tourteaux. Donc, en termes de perspective, il y a de bonnes perspectives par rapport au territoire, quoi. Et si je peux continuer, alors c'est vrai qu'on a tous à l'esprit l'huile de palme. C'est clair que l'oléosan n'est pas ici d'huile de palme. Donc, ce problème-là qui est réel en termes de déforestation ne concerne pas l'oléosan à ce jour, quoi. C'est clair. Alors, on va prendre la question qui a 10 votes maintenant de Caroline Hoge. OG. Pourquoi notre gouvernement ne met pas en avant le bio-GNV et sont pratiquement que sur l'électrique, voire à présent l'hydrogène? Il faut demander au gouvernement, ça. Je ne sais pas trop. C'est compliqué de répondre à cette question-là. Après, vous avez vu quand même que même si il y a des stratégies qui sont des stratégies nationales. On voit que Renault aujourd'hui part beaucoup sur l'électrique, mais on a des stratégies qui sont des stratégies régionales. Je vous ai cité la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine investit énormément sur le gaz. Donc je pense qu'on peut avoir à la fois une trajectoire à long terme de l'État pour réaménager son outil de production automobile. Et en même temps, pourtant, avoir dans un même temps des stratégies régionales qui sont aidées, hein, puisque vous avez vu la liste des régions qui aident le gaz. Et c'est pas contradictoire. Hein. Je pense qu'on voudrait tous avoir une vision très claire et très précise de ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années sur ces questions-là. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a effectivement des trajectoires qui sont à prendre. Vous avez vu, hein, Andrew a montré une très belle représentation du mix énergétique. Je crois que le vrai paradigme, c'est d'imaginer qu'on va passer à une seule et unique énergie, à un bouquet énergétique. Et ça, dans l'histoire du transport, ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est un petit peu cette question-là qui est un peu compliquée. Et c'est un peu la même réponse que sur les aides. On peut avoir des trajectoires un petit peu différentes, et qui ne sont pas contradictoires au niveau de l'État et au niveau régional.
Alors, on peut lier cette question à une autre question qui était sur le potentiel du bio-GNV. Donc, il faut savoir que le potentiel du biométhane est suffisant à lui seul pour alimenter le réseau. Il y a aujourd'hui plus de 1000 projets, il me semble, plus de 1100 projets de construction d'usines de méthanisation en France. Donc, les perspectives sont plutôt bonnes par rapport justement au bio-GNV et au biométhane. Je ne sais pas si… Thibaut, n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires sur ces questions-là, sur ces thématiques. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Je n'ai pas forcément de commentaires là-dessus sur les stratégies et sur le potentiel. Après, nous, on voit que ça correspond effectivement à nos besoins. Après, est-ce que ça correspondra aux besoins de l'ensemble si tout le monde faisait le pas? Ça, c'est un peu compliqué de répondre à notre niveau. Mais... Alors, si on prend quelques chiffres hein, par rapport au bio-GNV, aujourd'hui, on a 123 points d'injection de biométhane. Donc, il y a eu une hausse de quasiment 79 points d'injection sur les 2 dernières années, ce qui montre que on est sur une belle évolution et notamment avec les plus de 1000 projets dont on a parlé. Voilà ce qu'on peut dire par rapport un peu aux perspectives du bio-GNV. On va passer sur une autre question. Alors, je crois qu'il y avait des questions sur les facteurs d'émission, comment ils sont calculés. Donc, tous les facteurs d'émission qu'on vous propose sont en général calculés sur une ACV, une analyse de cycle de vie, donc du puits à la roue. Alors, pour le gaz, c'est pas du puits, hein, puisqu'il n'est pas fossile, c'est du méthaniseur à la roue, si on veut dire. Donc, ils prennent en compte la totalité du process d'élaboration de cette énergie. Je les ai mis dans une réponse, mais je peux vous les donner rapidement comme ça. Donc, par référence, on a le gasoil qui est à 3,16 kg de CO2 pour 1 litre de gasoil. On sait qu'on a le bio-GNC qui serait à 0,82. Donc, vous voyez, l'écart est relativement conséquent. Le GNL qui est un peu supérieur à 3,51. La liquéfaction consomme énormément en termes d'émissions de CO2. Et le GNL est forcément transporté à nouveau dans des cuves, donc il est forcément transporté sur la route, donc on réintègre la part de carbone à ce moment-là dans le processus du GNL. Il y a des expériences aujourd'hui en Europe du Nord, en Allemagne, de gazéification du GNL, pardon, excusez-moi, l'inverse, de liquéfaction du GNC, mais c'est pour l'instant très marginal. Donc, c'est pour ça qu'avec Andrew, on en est bien resté au GNC, qui nous paraît être beaucoup plus capable de répondre aux exigences en termes d'environnement à ce jour. Et puis, je ne vous ai pas donné le facteur du GNC, qui serait donc de 2,96 kg pour 1 kg de gaz. Donc, vous voyez que les facteurs d'émission… Oui, pardon. Andrew ? Excuse-moi, non, mais pour aller plus loin sur les facteurs d'émission, donc le facteur d'émission du B100 correspondrait à 1,23 kg CO2 équivalent et celui du bioéthanol à 0,95 kg CO2 équivalent, pour être complet sur les facteurs d'émission. Là, tu as parlé du GNC-GNL, c'est vrai que ça vient compléter une question de Jean-Pierre Hamon qui était, vous parlez beaucoup du GNC, faut-il investir dans le GNL? Là, c'est vrai que le GNL permet plus d'autonomie, mais c'est vrai qu'il y a le fait que cela provienne notamment éventuellement de Russie ou de pays du Moyen-Orient. Il y a le transport qui est également à prendre en compte par rapport à cette énergie du GNL. Oui, et surtout, il est forcément fossile. D'origine fossile, tout à fait. Voilà. Donc, alors, il y a une question d'Anthony qui nous pose la question: quel est le coût associé à la mise en place d'Oléo100, cuve, rétrofit, moteur? Alors, par rapport à Oléo100, il faut savoir qu'ils ont Oléo100 couvre en fait l'intégralité des surcoûts comparés aux investissements diesel. Donc la livraison de la cuve est offerte.
Peut-être que là-dessus, notamment Thibaut, vous pourriez peut-être confirmer, puisqu'il me semble que vous avez une cuve d'oléocent sur votre site. Alors oui, je suis désolé, je ne vais pas beaucoup vous aider, que ce n'est pas moi qui l'ai suivi cette partie-là, mais effectivement, Oléocent a participé à son installation. Donc, il nous aide tout du moins à faire le pas dans cette transition. Alors, je n'aurais pas peur de dire des bêtises parce que c'était géré directement par ma direction, mais oui, il nous accompagne dans la mise en place de cette énergie. On peut même dire, alors sous réserve, hein, mais on peut même dire qu'Oléocent, enfin que le groupe Avril avec Oléocent propose de prendre, quand il est certifié, le surcoût de consommation, aide donc à l'installation de la cuve. Donc il y a vraiment aujourd'hui sur ce produit des aides qui peuvent vous permettre d'équilibrer le coût d'un véhicule relativement rapidement, quoi. Le choix se fait effectivement aujourd'hui entre le gaz et l'oléocent. Ce sont deux énergies qui présentent un petit peu le même fonctionnement en termes de territoire, hein. Je vous parlais beaucoup de production territoriale aujourd'hui. Avec la période qu'on vient de vivre où on se pose tous la question de reproduire localement, là on est tout à fait dans ce type de schéma où on pourrait avoir soit à partir de tourteaux de colza local, soit à partir d'ordures ménagères locales, la production d'une énergie qui répond plutôt pas mal aux questions environnementales à ce jour, quoi. Alors, je vois d'ailleurs que Benjamin Devin d'Oléocent a répondu en fait à cette question en disant que une cuve est gratuitement mise à disposition et les coûts de rétrofit sont également pris en charge. Voilà, qui confirme un peu ce que l'on disait. On a une question de Fred Bernal. Quel est le temps de remplissage d'un camion en GNC? Là, peut-être. Voilà. Monsieur Black. Alors, il y a deux réponses. Savoir si c'est une station en charge lente ou une station en charge rapide. Si vous partez sur une station en charge lente, qui forcément sera moins chère à l'installation, il faut compter pas loin de 8 heures pour charger un camion. Et la station en charge rapide, on n'est pas loin de 15 minutes pour faire le plein d'un camion. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits, qui sont réalisés depuis quelques années maintenant sur cette thématique d'approvisionnement. C'est pas la même taille de station. Ouais. C'est pas la même taille de station. On va peut-être prendre la... Oui, tout à fait. On va peut-être prendre une ou deux questions max et puis on répondra, on fera en sorte de répondre par mail aux questions dont on n'a pas eu le temps de répondre. Puisque là, je vois qu'on est à 1 heure. On a une question de Madame Rizard. Quelle démarche à suivre si, en tant que collectivité, je souhaite installer une station bio-GNV sur mon territoire? Alors là, c'est vrai que c'est la mise en relation éventuellement avec des agriculteurs qui peuvent être intéressés et qui peuvent avoir l'objectif de mettre en place une usine de méthanisation. Il y en a de plus en plus dans les différents territoires. On peut le voir notamment avec l'exemple de Ouch. Il me semble que ça va arriver très rapidement à Fresnoy-le-Grand. Peut-être se mettre en relation également avec les contacts GRDF de votre région qui pourraient vous accompagner. Et si je peux rajouter, ce n'est pas une installation ICPE, une cuve au gaz. Donc ça, c'est quand même un élément important à prendre en compte. Et puis peut-être un autre argument qu'on n'a pas donné, que j'ai oublié de mentionner, que je vous mentionne maintenant, c'est que le gaz ne se vole pas, ou en tout cas très difficilement. Il est volatile, donc pour le voler, c'est quand même beaucoup plus compliqué que du gasoil. C'est pas négligeable dans le transport. La part des anges, on la connaît. Donc là, pour le coup, c'est un argument supplémentaire. Ok, bon je suis désolé pour les questions auxquelles on n'a pas forcément pu répondre, mais comme je l'ai dit, on répondra par mail. Je pense qu'on peut clore ce webinaire. Donc merci beaucoup Thibaut pour votre témoignage fort intéressant. Et pour votre patience, parce qu'on vous a mobilisé 1 heure. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 2 juillet prochain où nous parlerons cette fois-ci des énergies de rupture.
Merci à tous pour votre disponibilité. À bientôt. À bientôt.